Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Vous le voyez, cette semaine, je poursuis mon aventure Jeep de la semaine passée en conduisant une version 4XE Willys du Wrangler que je vais pouvoir mettre à l'essai cette semaine. Une édition quand même assez intéressante sur le plan esthétique, évidemment hybride rechargeable, avec environ 35-40 km d'autonomie. Alors, considérant qu'il fait à peu près 10-15 degrés à l'extérieur, je verrai ce que ce véhicule-là est capable de faire en autonomie réelle. Mais évidemment, le gros de mon essai a été réalisé la semaine passée dans le désert de Moab, comme vous avez pu le constater. Et sinon, je vous invite à regarder dans mon garage de la semaine dernière. Sinon, cette semaine, il sera question de la Subaru Outback 2026. On a appris de nouvelles choses cette semaine la concernant. On parlera de déboires également du côté de chez VinFast et je vous parlerai du Lincoln Navigator 2025 que j'ai pu conduire tout récemment. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Pour quelles raisons Jeep n'a pu utiliser le nom Wrangler au Canada avant 2007 alors qu'on l'exploitait depuis 1987 du côté des États-Unis? C'est tout simplement parce que GMC avait les droits du nom Wrangler sur le marché canadien. On avait vendu dans les années 80 et au début des années 90 une version Wrangler du GMC S15 qui était la camionnette compacte de l'époque et on a dû céder les droits à Jeep, ce qui a pris énormément de temps. Donc au Canada, on a vendu des Jeep YJ, TJ, alors que du côté des États-Unis, depuis 1987, ça s'appelait un Jeep Wrangler et ce nom-là a été intégré au Canada en 2007 lorsqu'on a complètement redessiné le modèle et depuis, on exploite un nom qui est super populaire et qui est international parce que le Wrangler est aussi vendu du côté de l'Europe, de la Chine et de l'Asie. Maintenant, je vous parle du VinFast VF8, un véhicule qui a connu un certain succès chez nous au Québec, évidemment, jusqu'à ce que les crédits soient retirés massivement. À partir du 1er février, évidemment, les ventes ont chuté comme à peu près celles de tous les véhicules électriques qui ont été vendus chez nous et qui le sont encore. Mais les ventes de VinFast peinent à remonter en ce moment. On aurait écoulé environ 40 VF8 depuis le 1er février dans la province de Québec, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Et il y a eu des problèmes associés au VF8 qui n'ont pas été dévoilés au grand jour. Une source sûre, une source très sérieuse, très crédible, m'a confirmé qu'environ de 4 à 600 VinFast VF8 avaient été vendus chez nous au Canada, alors qu'il s'agissait de véhicules qui avaient été inondés du côté du Vietnam essentiellement. Il y a eu un typhon du côté du Vietnam, infiltration d'eau dans ces véhicules-là, surtout au niveau du coffre, de la valise. On a quand même choisi d'acheminer ces véhicules-là sur le marché canadien lorsqu'ils sont arrivés au port d'Halifax. Semble-t-il qu'il y avait des champignons, de la moisissure dans ces véhicules-là. On aurait eu le mot d'ordre chez VinFast de les nettoyer, de les désinfecter, mais quand même de les vendre à la clientèle. Alors, il se pourrait bien que si vous avez acheté un VinFast VF8 2025, que ce véhicule-là soit encore contaminé, peut-être très légèrement. Alors, je vous invite peut-être à vérifier votre véhicule, à le faire vérifier par un tiers, mais surtout, sachez que VinFast a eu ce mot d'ordre-là de nettoyer les véhicules et de les vendre tels quels, ce qui, évidemment, n'annule pas la garantie. Alors, on verra si dans le futur, ça causera des problèmes. Un autre truc qui est assez particulier du côté du VF8, et ça, c'est une sérieuse déception, depuis sa mise en marché en 2023, on nous vend un produit qui est capable de remorquer 4000 livres, ce qui est quand même intéressant pour un VUS intermédiaire 100% électrique comme celui-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une bonne capacité de remorquage et c'est souvent un incitatif d'achat pour ceux qui recherchent ce genre de produit-là. Or, ce qu'on apprend, c'est que VinFast ne propose toujours pas, après plus de 2 ans de commercialisation du VF8, un attache-remorque disponible chez le concessionnaire. Et si vous avez le malheur d'aller vous faire installer un attache-remorque chez un tiers, VinFast annule la garantie de tout le système électrique du véhicule, ce qui veut dire qu'essentiellement, la capacité de remorquage à 4000 livres, elle n'existe toujours pas parce que vous ne pourrez pas rouler avec un attache-remorque et une garantie, ce qui n'a absolument aucun bon sens. Alors, toujours pas d'attache-remorque de disponible du côté de chez VinFast, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui attendent depuis longtemps pour pouvoir faire installer le leur. Évidemment, VinFast ne fait que repousser l'échéancier. Alors, très déplorable comme situation, surtout que VinFast compte émanciper sa gamme. On présentera les VF6, VF7, VF8 et VF9
au Salon du véhicule électrique de Montréal qui aura lieu du 2 au 4 mai prochain. Et on veut évidemment continuer de pousser cette marque-là dans le contexte actuel, sauf qu'il faut être capable de faire face à la musique et répondre aux désirs de la clientèle. Et en ce moment, bien, on se rend compte que c'est pas si évident que ça, malheureusement, du côté de chez VinFast. Subaru, maintenant, qui a dévoilé sa dernière Outback au Salon de l'Auto de New York la semaine dernière, une voiture au look polarisant. Je me permets de vous dire que personnellement, je trouve qu'esthétiquement, c'est un désastre. C'est une voiture qui perd son identité, littéralement. C'était une voiture familiale haute sur pattes avec un caractère qui était unique. Aujourd'hui, c'est tout simplement un autre VUS et en plus, c'est pas très joli, mais ça, évidemment, c'est subjectif. Sauf que la déception, c'est qu'on propose toujours comme moteur de base un 2,5 litres de 180 chevaux, ce que personne d'autre dans le segment propose. Il n'y a pas d'autres véhicules qui vont offrir une puissance équivalente à celle de la Subaru Outback de format équivalent. Et évidemment, vous pouvez monter vers la motorisation turbo compressée qui est certainement plus convaincante pour ce produit-là, mais toujours pas de son de cloche de Subaru par rapport à la motorisation hybride, qui viendra forcément parce qu'elle est offerte dans le Forester, elle sera aussi offerte dans la Crosstrek. Alors, on peut s'attendre à ce qu'on la propose aussi dans l'Outback, bien sûr, mais on n'a rien confirmé pour l'instant. Par contre, ce qu'on a confirmé dans les derniers jours, c'est que l'Outback destiné au marché canadien serait fabriqué du côté du Japon et non pas de l'usine de Lafayette en Indiana, où on fabrique actuellement l'Outback destiné au marché canadien. Alors ça sera intéressant parce qu'évidemment, c'est une voiture qui pourra continuer d'être compétitive en matière de prix, tout comme le Forester, la Crosstrek et l'Impreza qui sont fabriqués du côté du Japon pour le marché canadien, alors que la majorité de ces modèles-là sont fabriqués du côté des États-Unis pour le marché américain. Alors on comprend qu'on contourne les tarifs avec ça et qu'on pourra avoir une gamme intéressante. La question toutefois, est-ce qu'on sera en mesure de fabriquer des versions Wilderness destinées au marché canadien du côté du Japon? Subaru ne répond pas à cette question-là pour le moment, du moins pour l'Outback, mais on sait que pour le Forester, ça ne se pourra pas. Même chose pour la Crosstrek. Alors, tout laisse croire que la version Wilderness de l'Outback sera fabriquée aux États-Unis et à ce moment-là, bien, ça risque d'être une voiture qui sera moins répandue sur notre marché ou du moins qui coûtera beaucoup plus cher que les autres parce qu'évidemment, ce sera un modèle accompagné de tarifs, à moins évidemment que Donald Trump change d'idée. Je vous parle maintenant du Lincoln Navigator que j'ai pu conduire dans la région de San Diego, version sérieusement remaniée. Alors, des retouches cosmétiques qui lui vont extrêmement bien. Les principaux changements extérieurs du Navigator, calandre, pare-choc, les jantes, bien évidemment, on peut obtenir jusqu'à 24 pouces de diamètre au niveau des jantes. Et l'élément intéressant, c'est le haillon qui s'ouvre en deux portions, un peu à la façon d'un Range Rover. C'est une nouveauté pour le Navigator en 2025 et c'est un élément qui, évidemment, fait en sorte que les acheteurs pourront apprécier, pourront avoir un meilleur accès au coffre, surtout qu'on a installé une tablette qui permet d'avoir une meilleure maniabilité ou une meilleure polyvalence du coffre par rapport à ce que c'était dernièrement. Évidemment que ça demeure la même structure, on conserve le même V6 de 3,5 litres, 440 chevaux, 510 livres-pieds de couple, un moteur qui fait un travail exceptionnel. Mais pas de motorisation hybride, pas de motorisation électrique non plus. C'est un peu une déception de ce côté-là, sauf que Lincoln se concentre sur une clientèle qui, bien sûr, lui est fidèle. Et ce qu'on veut faire, c'est aller chercher des parts de marché du côté de chez Cadillac qui vend encore 3 fois plus d'Escalade que Lincoln vend de Navigator. Et c'est ironique parce qu'on sait que le Navigator est arrivé sur le marché avant l'Escalade et que Cadillac a été en réaction à Lincoln en lançant un véhicule endimanché qui était essentiellement un GMC Yukon 99 rebadgé pour répliquer au succès du Navigator qui s'était vendu juste aux États-Unis à plus de 42 000 unités en 1998. Alors, c'est un succès colossal lors de l'arrivée de ce produit-là sur le marché parce qu'on ouvrait essentiellement le segment. Mais dès 1999, les ventes ont commencé à baisser et jamais on n'a été capable de réatteindre le sommet qu'on avait atteint en 1998. À peine 15 500 Navigator avaient été vendus en 2024 sur le marché américain, alors que Cadillac écoulait plus de 40 000 Escalade. Alors, c'est vous dire à quel point le marché n'est plus le même pour Lincoln que pour Cadillac. Mais évidemment, Lincoln compte sur le fait qu'on a un véhicule axé sur le confort et sur le luxe
extrême pour convaincre sa clientèle. Un véhicule qui adopte évidemment ce nouvel écran de 48 pouces à la base du pare-brise avec une qualité graphique sans égale. On installe aussi cette technologie qu'on appelle Rejuvenate, qu'on a intégrée dans le Nautilus en 2024, qui permet essentiellement de se reposer à bord du véhicule lorsque celui-ci est en marche et à l'arrêt. Alors, c'est un peu spécial comme technologie, mais essentiellement, on va utiliser les sièges chauffants, massants, ventilés, le système de parfumerie, le système audio à 28 haut-parleurs, les écrans pour diffuser des images et le système de ventilation pour vous amener de la chaleur ou de la fraîcheur afin de vous faire vivre une expérience sensorielle unique. On dit que c'est un dispositif qui permet de se reposer le temps de 5 ou 10 minutes selon le type de séance que vous choisissez à l'écran avant de continuer votre journée. Et ça serait une technologie appréciée de la clientèle, mais évidemment, j'ai un peu l'impression personnellement qu'on peut se lasser rapidement de ce genre de gadget-là, qu'on pourrait quand même apprécier certains éléments de façon individuelle sans nécessairement utiliser la technologie comme telle dans son ensemble. C'est un véhicule qui est extrêmement confortable, beaucoup plus avec le 22 pouces que le 24 pouces, mais l'insonorisation est à son maximum. Les sièges sont ultra confortables. Ergonomiquement parlant, je vous dirais que, mis à part les touches à effleurement du volant, c'est une réussite totale. Très agréable à conduire, beaucoup de puissance. Consommation qui va avoisiner les 13,5 litres au 100 km. Mais la bonne nouvelle en terminant avec ce véhicule-là, c'est que vous pouvez l'utiliser avec de l'essence ordinaire, ce qui n'est pas le cas de tous les autres joueurs dans le segment. Pensez au QX80, pensez au Lexus LX, pensez au Cadillac Escalade avec le V8 de 6,2 litres. Ça requiert de l'essence super. Alors, tout le monde roule au super, mis à part Lincoln qui accepte de l'essence ordinaire à 25-27 sous le litre de différence, considérant qu'on en consomme 13-14 en moyenne. Ça fait une bonne différence au bout de l'année. Et l'autre avantage, c'est évidemment que par rapport à Cadillac, il n'y a pas de taxe à la cylindrée à payer annuellement chez nous au Québec parce que c'est un V6 biturbo de 3,5 litres, alors que Cadillac exploite encore un vieux V8 de 6,2 litres. En terminant, question de la semaine, quelle est la voiture que Lincoln commercialise toujours sur le marché chinois, boudant le marché nord-américain? Réponse la semaine prochaine.